Donc, merci pour cette invitation. Je suis très content d'être ici, en dépit d'un emploi du temps un peu saccadé par le fait que maintenant je suis doyen de mon école, donc ça multiplie les réunions, vous le savez, par un très grand nombre. Alors, je vais vous parler de ces questions sur la spécialisation intelligente, et je pense que ça fait écho, après avoir discuté avec les organisateurs de la journée, ça fait pas mal écho à cette idée de territoire d'innovation, hein, qui représente aujourd'hui un thème, une thématique d'encouragement à la recherche et à l'innovation en France, avec des financements, etc. Et je pense, en ayant rapidement lu, en fait, je n'étais pas conscient de cela, rapidement lu donc ces appels à projets, à propositions autour des territoires. Je pense que l'approche dont je vais vous parler peut servir et peut être utile donc dans la question qui est de savoir comment on peut organiser ça, comment on peut organiser l'innovation sur un territoire de façon, je dirais, efficace et intéressante. Alors, au fond, l'idée de spécialisation intelligente, c'est au fond une approche pour se transformer, pour transformer une région, pour transformer certains domaines de la région autour de la recherche et de l'innovation. Donc c'est au fond une politique d'innovation, une stratégie régionale qui a, avec, je dirais, un surcroît d'intentionnalité, de prioritisation, de centralisation d'une certaine façon, c'est-à-dire que chaque région en Europe, on le reverra, a été invitée à réfléchir à ses objectifs de changement structurel. Changement structurel, ça veut dire changement en termes d'emploi, en termes d'entreprise, en termes de structure. Choisir ces objectifs de transformation structurelle et puis ensuite mettre en place des plans d'action pour y parvenir. Donc c'est autour de cela. Et évidemment, alors c'est une approche générique, hein, c'est pas une approche qui est fondamentalement ou uniquement appliquée à l'agriculture, hein, et je vous montrerai des exemples, je ne sais pas, le développement des technologies flexibles et des nouveaux business models dans l'industrie de la chaussure au Portugal, ou l'encouragement des PME à passer à l'industrie 4.0 dans la région d'Eindhoven, etc., etc. Au fond, c'est un concept souple, flexible, qui donc peut être mobilisé pour, au fond, tout objectif de transformation structurelle d'une économie régionale. Et bien évidemment, l'agriculture en fait partie. Et en fait, il y a eu beaucoup de stratégies régionales de spécialisation intelligente qui ont pris certains objectifs de transformation structurelle qui étaient relatifs à l'agriculture, l'agroalimentaire, etc., etc. L'idée que je défends, c'est que je n'ai pas de recette, genre ce que la Commission a. D'ailleurs, on a des petites frictions quelquefois. Je n'ai pas de recette du genre il faut suivre 12 étapes, hein, pour arriver au Graal. Hein. Je vais plutôt vous parler d'une espèce de script. Vous savez, un script, c'est ce qu'on donne aux acteurs, hein, quelques règles pour qu'ils improvisent. Au fond. Et c'est un peu ça, c'est des principes assez simples qui permettent ensuite à une région et au comité de coordination au fond de cette région de réfléchir collectivement à leur futur et puis donc de trouver la trajectoire pour y parvenir. Je vais vite vous présenter rapidement donc l'origine du concept. Donc c'était maintenant il y a déjà quelques temps donc dans un groupe d'experts à Bruxelles, donc avec deux collègues américains, Bronwyn Hall et Paul David, où effectivement on a proposé ce concept donc de spécialisation intelligente. Et l'idée derrière était la suivante, hein, et en gros c'était apprendre et tirer parti des erreurs des politiques régionales précédentes, donc qui ont caractérisé les politiques de cohésion communautaire depuis qu'elles existent, depuis donc une vingtaine d'années. La première erreur, hein, elle est connue, ça s'appelle café pour tous, hein, c'est-à-dire que pendant longtemps, ce que les politiques aiment faire, c'est effectivement disperser, saupoudrer, donner un peu à tout le monde. Et donc donner un peu à tout le monde, ça veut dire au fond arroser à la fois l'université, les PME, les grandes entreprises, les centres de recherche, tout le monde un tout petit peu, sans vraiment de ciblage, d'objectifs, de changement, de transformation, etc. Et on a vu que ça ne marchait pas. On a vu que ça ne marchait pas parce qu'au fond, quand même, les régions les moins développées et les régions en transition ont bénéficié d'énormément de fonds structurels. Je parle là des cibles que sont la recherche, l'innovation, etc. Et on n'a pas vu de progrès. Hein. Ces régions-là n'ont pas rattrapé, hein, ou même pas
disons, réduit le gap avec les régions frontières, dont on pourrait dire, c'est-à-dire les régions les plus développées en termes de productivité, etc., etc. Et donc, l'idée qu'on a eue avec Paul et Bronwyn, c'est, OK, il faut que les régions se concentrent, se concentrer sur quelques domaines stratégiques pour obtenir de la densification d'acteurs, de projets, de réseaux correspondant à ces domaines, ce qui va engendrer des effets d'échelle, des effets de synergie, etc., etc. Et puis si on concentre, donc c'est l'idée de spécialisation, si on le fait, ça permettra au gouvernement d'être plus spécifique, parce qu'un gouvernement régional, par exemple, par définition, aura du mal à comprendre tous les problèmes, toutes les situations qui ont été décrites là dans la session précédente. Ce n'est pas le gouvernement qui peut faire ça. Donc si on simplifie, si comme ça on identifie quelques domaines, il aura plus de capacité à intervenir, etc. Alors ça, c'était la première idée. Et puis alors, au fond, dans la période en 2000, aux alentours de 2000-2010, les régions ont compris ça. Et donc elles ont commencé à se dire, on va concentrer nos ressources. Mais c'est la deuxième erreur, et la deuxième erreur, c'est, en gros, qu'elles ont toutes fait la même chose. Enfin, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, toutes ont eu, c'est ce qu'on appelle Another Biotech Cluster, c'est-à-dire qu'après, quand vous voyez cette carte européenne, vous voyez tous ces clusters biotech, de partout, qui étaient créés, et les gouvernements régionaux disaient, oui, c'est vrai, il faut se concentrer, voilà, on a notre cluster biotech, pourquoi? Parce que c'est à la mode, c'est ce que les autres font, etc., etc. Au moins on ne se trompe pas, ou bien si on se trompe, les autres aussi. Et c'est comme ça qu'on a cette Another Biotech, on peut parler nanotech, etc., etc. Donc les régions se sont concentrées, mais toutes sur les mêmes cibles, les cibles à la mode, sans s'occuper de savoir, au fond, si elles étaient préparées et faites pour ça, au fond, sans vraiment regarder leurs capacités, leurs opportunités liées à leurs actifs, à leurs structures, etc., etc. Et donc, si on fait ce genre de politique, on arrive à une situation où les régions sont faiblement différenciées, elles sont en concurrence les unes avec les autres pour les mêmes ressources, et finalement, on a très peu de régions qui, au fond, vont profiter d'un cluster biotech produisant des emplois, produisant des gains de productivité, etc. Et donc, quand on a trop, au fond, si tout le monde fait la même chose, on n'a pas de masse critique nulle part. Et là, il y a très peu, au fond, de clusters biotech qui, au bout du compte, sont visibles sur la carte. Les effets d'agglomération sont dissipés, etc., etc. Donc, vous voyez, il y a eu deux erreurs un peu. D'abord, on ne se concentrait pas. Et quand on se concentre, on ne réfléchit pas trop sur quoi il faut se concentrer, sur quoi il faut le faire. Et donc, l'approche spécialisation intelligente, c'est vraiment une approche où on invite les régions à réfléchir à leur futur dans l'économie de la connaissance, dans l'économie même globale de la connaissance. Où est-ce que nous, en tant que région X, on peut aller, sur la base de quelles capacités, de quelles opportunités. Et là où on veut aller, ça sera sans doute différent de la région Y, la région Y, la région Z, etc. Donc, les propositions qu'on faisait, les régions doivent se concentrer, car en innovation, la dispersion, café pour tous, ça ne mène à rien, parce que je suis très clair sur le fait que l'innovation, c'est un phénomène, je dirais pas forcément collectif, mais c'est un phénomène où la densité, les masses critiques, les réseaux d'acteurs sont très importants. Il y a eu une discussion très intéressante tout à l'heure autour de la coopération. La coopération n'est pas forcément nécessaire à l'innovation, mais en tout cas la coordination. Coordination, ça veut dire qu'il faut suffisamment de projets, d'acteurs qui s'embarquent dans la même direction, qui vont vers le même type de changement structurel, pour que cette coordination ait des effets vertueux en termes, par exemple, de développement d'un marché du travail avec les bonnes compétences, de développement de services spécialisés, etc., etc. Pas forcément la coopération, mais en tout cas se coordonner par rapport à ça. Et donc on a cette idée de densité, de densification. Et une région, je ne sais pas, moi j'ai travaillé en France, j'ai travaillé avec quelques régions, par exemple le Limousin. Le Limousin ne pourra pas se concentrer partout, ça n'a pas de sens. Okay, donc il faut qu'il y ait un travail où on se dise, voilà, le Limousin, il y a 3 domaines stratégiques où on veut se transformer. Alors ça peut être, je ne sais pas, en Limousin, je ne me souviens plus, c'était il y a longtemps, mais ça peut être l'élevage d'une part, ça peut être la céramique, et puis un troisième. Et c'est autour de ces 3 domaines qu'on va mettre en place une approche de type S3. Et la S3, donc stratégie de spécialisation intelligente, c'est le portefeuille d'activités de transformation de la région. Il peut y en avoir 3, dans certaines régions il peut y en avoir 5, 6, il n'y a pas de chiffres magiques, mais c'est un peu autour de ces questions. Se concentrer, mais se concentrer de façon intelligente, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire précisément pas faire que tout le monde ne fasse pas du biotech, ça n'a pas de sens, donc en se différenciant. Et on va voir comment on se différencie, en fait, hein. Ça veut dire aussi, donc, bon, je dis ne pas être paresseux, parce que c'est ce que toutes les régions voulaient faire au début, il ne faut pas se contenter d'une priorité de secteur. Hein, moi, j'ai rencontré beaucoup de gouverneurs régionaux qui disent « Ouais, nous, c'est, professeur Forêt, nous, c'est le tourisme. Hein, c'est le tourisme, voilà, le tourisme, beaucoup de régions. Hein. Donc, on va se spécialiser dans le tourisme. » Mais ça, il n'y a pas besoin de la spécialisation intelligente pour décider de se spécialiser dans le tourisme. Ça, c'est une analyse sectorielle de spécialisation relative, etc. Donc, une sorte de priorité sectorielle, pour nous, ça n'a pas grand sens, d'autant plus que ça va créer des distorsions. Dans un secteur, il y a tout, il y a du bon, il y a du mauvais, il faut aussi que ça évolue. Donc, on ne veut pas se contenter d'une priorité de secteur, on veut se concentrer sur la transformation du secteur. C'est vraiment différent. Okay, donc c'est pas, par exemple, j'ai travaillé avec la région de Crète, on ne va pas se concentrer sur le tourisme, mais sur, par exemple, la création de produits digitaux et de contenus digitaux pour l'activité touristique. On ne va pas se concentrer sur l'agroalimentaire, mais sur la diversification d'un certain type de cluster, etc. Chaque fois, vous verrez, il y a donc plus ou moins un secteur, et puis une direction de transformation. Et c'est les deux. Si on se concentre juste, si on priorise juste un secteur, c'est de la vieille politique industrielle qui est connue, qui a eu son heure, non pas de gloire, mais en tout cas son heure de popularité. Donc là, il y a une dynamique, il y a un mouvement. On parle d'innovation, donc on se concentre non pas sur un secteur, mais sur sa transformation. Et donc on va construire les activités transformatives entre secteurs, puisqu'on ne veut pas se concentrer sur un secteur. On ne veut pas non plus juste aider un projet. Okay, donc sur les activités transformatives, c'est-à-dire une collection de projets et d'acteurs qui sont liés pour avoir cette densité. Liés, ça veut dire beaucoup de choses, ça veut à nouveau pas forcément dire coopération, mais qui sont liés par des tas de... Ils font partie de la même chaîne de valeur. On l'a vu avec le fourrage et les vaches. Par exemple, ils font partie de la même chaîne de valeur. Ils ont besoin des mêmes types de facteurs critiques, etc. Et ils sont tous orientés vers la même direction de transformation. Et je vous montrerai des applications de cela. J'ai bien travaillé pour vous, puisque j'ai fait une application sur l'agriculture. Alors, donc c'est ça. Et les activités transformatives aussi, ce que je tiens à dire, c'est... moi, j'ai une vision très large de l'innovation. C'est pas seulement le high-tech et la recherche fondamentale. C'est l'innovation, c'est beaucoup d'autres choses. Et on voit très bien que les déterminants de la productivité, c'est pas seulement, donc, effectivement, une percée high-tech, mais c'est par exemple la formation. Si vous voulez transformer la filière élevage dans une région, si vous n'assurez pas en même temps des nouvelles formations, des gens, aux nouvelles technologies que vous les utilisez, si vous n'assurez pas du training en management pour le management des exploitations, etc., etc. Donc pour moi, une activité transformative, c'est des projets d'innovation, des projets de recherche, des projets de formation, etc., etc. Et donc de façon intelligente, c'est tout ça, mais vous allez voir, c'est pas si compliqué. Et en réfléchissant à un territoire d'innovation, je pense que, alors que la France était vraiment sur les pôles de compétitivité, c'est très top-down, hein, Colbert, etc., je pense que l'idée territoire d'innovation, elle est assez proche de ça. Et ça, c'est un bon design, un bon concept pour répondre à une idée qui serait « Ok, je veux développer de l'innovation sur ce territoire », mais je ne veux pas faire ça au hasard comme ça, hein, je veux avoir un sens, je veux avoir une direction donc, du changement structurel et je vais m'appliquer à faire ça. Et puis une autre idée de spécialisation intelligente, c'est qu'effectivement, il ne faut pas que ça soit top-down, il ne faut pas que ça soit tout vienne du haut, hein, le planificateur omniscient, la gouvernance principale agent, mais on va avoir une confrontation entre le haut et le bas. Je vous expliquerai comment ça se passe avec ce qu'on appelle la découverte entrepreneuriale. Et grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, il faut certaines décisions du haut, top-down, en termes de, OK, cette région, elle veut aller dans ces domaines stratégiques-là. Mais ensuite, la découverte entrepreneuriale, c'est organiser, au fond, la liberté d'expérimenter, au fond. C'est-à-dire que dans ce domaine-là, eh bien, on va créer les incitations pour que les gens trouvent les solutions à un certain nombre de problèmes d'innovation, etc., etc. Et puis donc, c'est je ne sais pas comment on dit en français ça, donc c'est effectivement smart spécialisation, c'est très lié au territoire. Et là, dans ce que j'ai dit, il y a deux liens qui sont clairs. Le premier lien, c'est au fond ce qu'on pourrait appeler en économie les effets de localisation.
c'est-à-dire la densité. Donc la densité sur un territoire, si vous avez sur le même territoire, et il y a même des économètres qui ont calculé des distances au fond, au-delà desquelles il n'y a plus d'effet de localisation, ça peut être très court. Hein. Très souvent, on dit que la colocation est très importante pour se parler, pour échanger, etc. Donc on a cette idée d'effet de localisation, il faut essayer de densifier sur un même territoire un certain nombre de projets, d'acteurs, etc., qui vont vers la même direction. Donc ça, c'est un premier aspect d'une place-based policy. Et le deuxième aspect, c'est la différenciation. C'est-à-dire que chaque région a des caractéristiques différentes, a une histoire différente, a des capacités différentes, etc. etc. Et donc les réponses aux problèmes de transformation seront différentes dans chaque région. Donc cette idée de différenciation et cette idée d'effet de localisation, c'est les deux dimensions au fond d'une politique qui n'est pas, comme on dit, place blind, qui n'est pas aveugle, disons, à la localisation, mais qui est vraiment fondamentalement ancrée et qui va être déterminée aussi par la région. Donc ce que n'est pas la S3, c'est demander à une région de se spécialiser. Ça, je veux dire, en plus chaque région est de fait spécialisée, déjà, hein, et donc si c'était le cas, bon, il n'y aurait pas de concept, ou en tout cas il serait vide. Donc c'est se demander quels sont les secteurs qu'il faut transformer par la recherche, l'innovation, la formation, ou donc dans quel secteur sont les capacités et les opportunités pour se transformer, puis comment procéder à cela. Et donc, au fond, c'est effectivement de savoir si la région tirera un bénéfice d'une transformation de tel secteur ou de tel autre. Et comme on est dans un monde de contraintes, de ressources limitées, il va bien falloir faire des choix par rapport à tout cela. Alors, il y a eu un grand impact, mais le grand impact, là je vous montre des petites images de stratégies de spécialisation des différents pays, des différentes régions. Donc là, vous avez plein de documents. Hein. Donc chaque région a été obligée de faire... Alors, a été obligée, je prends le mot, puisque si l'impact est grand, je reste modeste. Hein. C'est que la Commission a inventé quelque chose qui s'appelle la conditionnalité ex ante. Désolé pour le jargon de Bruxelles. Et la conditionnalité ex ante, ça veut dire que vous étiez obligé de proposer une stratégie de spécialisation intelligente pour recevoir les fonds structurels liés à la recherche, l'innovation, etc. Donc du coup, l'impact, il a été énorme, puisque 122 régions, donc il y a 122 stratégies. Certains pays ont fait aussi des stratégies, etc. etc. Donc je reste modeste par rapport à mon influence, même si, bon, on a fait le concept, mais après, s'il n'y avait pas eu la conditionnalité ex ante, ça aurait été un rapport de plus sur les piles de rapports, hein, qui sont dans les bureaux bruxellois, et les gens n'y auraient probablement pas fait attention. Alors, juste un slide un peu qui montre vraiment, au fond, l'idée. Hein, l'idée de la spécialisation intelligente, c'est donc de choisir un certain nombre de structures qui existent et qui sont donc représentées par la lettre A, et puis c'est des objectifs de transformation. Okay, et donc, pour aller de A à B, on va créer cette activité, donc un processus qui vise à transformer une structure particulière, une industrie de la région, grâce à la formation de capacités, compétences, etc. etc. Et donc, l'activité transformative, c'est le cœur, c'est vraiment le concept clé qui nous permet d'éviter beaucoup d'écueils dont je vous parlerai. Donc, ce n'est pas juste un projet, hein, ou un grand institut. Souvent, dans les temps anciens, on disait « Ok, je veux moderniser l'industrie du textile dans ma région. Allez, je crée un grand institut de recherche sur le textile. » Et puis on verra bien ce qui se passe. Alors, il se passe des choses, mais ce n'est pas l'idée. Hein. C'est l'idée plutôt vraiment d'une collection de projets, d'acteurs qui vont répondre à des problèmes et des contraintes qui sont différentes, etc. etc. Donc, je l'ai dit ici, donc tous ces acteurs qui sont engagés dans la même direction du changement, c'est pas forcément en coopération. Alors, je connais pas, je l'ai pas dit, d'ailleurs je voulais le dire au début, je suis vraiment pas un spécialiste de l'innovation dans l'agriculture. Je suis un spécialiste de l'innovation tout court. Donc je sais pas sur l'agriculture comment ça se passe, mais au PME, si on disait au PME, vous devez coopérer, autrement vous ne serez pas financé, je veux dire, ça ne marcherait pas. Enfin, il y a beaucoup de PME qui ne voient pas bien l'intérêt de coopérer avec des concurrents, ou etc. C'est une perte de temps. En revanche, l'idée de coordination, hein, c'est qu'on aide des projets qui vont plus ou moins dans la même direction. C'est donc important parce que ça crée beaucoup d'effets externes. Par exemple, un marché du travail spécialisé, etc. etc. Et donc ce cas de l'activité transformative, ça permet de densifier donc, le réseau de recherche et d'innovation dans un certain domaine et vers une certaine direction.
Et donc, une région va choisir 2 ou 3 de ses objectifs et va construire 2 ou 3 activités transformatives. Donc ici, moderniser l'industrie de la chaussure, développer un cluster d'énergie renouvelable, digitaliser l'industrie du tourisme. Et on voit que, en fait, c'est de la haute couture, hein, c'est-à-dire que chacune de ces activités, elle va être vraiment spécifique, elle va demander des actions particulières, hein, et on n'est pas du tout dans une, je sais pas, crédit d'impôt recherche pour tout le monde, hein, ou comme ça des instruments de politique transversaux. Là, on est vraiment dans des interventions très, très détaillées, très micro au fond. Hein, il faudra, et donc pour chacune de ces, si on admet qu'une région a ces 3 objectifs stratégiques-là, il faudra sans doute une espèce de board, un bureau de coordination pour chacune de ces activités pour réfléchir à ce qu'il faut faire, etc. Alors, au fond, si je vous parle de tout ça, et notamment de cette idée d'activité transformative, c'est qu'on essaye de résoudre, au fond, des problèmes de politique industrielle qui ont été beaucoup critiqués, ces politiques, parce qu'elles sont fondées sur la prédétermination de domaines pour des actions préférentielles. Hein. Et lorsqu'effectivement une région dit, voilà, je veux moderniser telle filière agricole, c'est donc une décision plus ou moins top-down d'intervention préférentielle dans ce secteur. Et donc les économistes mainstream, en particulier l'école de Chicago, on va dire, ils vont dire qu'on crée des distorsions. On crée des distorsions parce qu'on va aider ça, et pourquoi on n'aiderait pas ça, etc., etc. Et donc l'idée, c'est effectivement d'avoir des mécanismes et donc un policy design, un concept de politique, où on arrive à trouver des solutions intermédiaires entre être totalement directif, et où à ce moment-là, le gouvernement dirait « je veux moderniser ça, et pour moderniser ça, vous allez faire ça, ça, ça et ça ». Ça, c'est le grand plan quinquennal, ou etc. Donc, et puis la liberté totale où bon, il n'y a pas de stratégie au fond, hein, et où chacun innove comme il veut. Toi tu fais des drones, moi je fais je sais pas quoi, des jeux vidéo, etc. Ce qui peut très bien se passer dans une grande ville, hein, on peut tout avoir, mais dans une région, encore une fois, où on a moins de ressources, ça ne va pas marcher. Donc il faut trouver un niveau comme ça entre discipline. Discipline, ça veut dire il y a une stratégie, hein, et la région, au fond, se mobilise autour de cette stratégie. Et puis, ce que les Américains appellent freedom to experiment, parce que l'innovation, c'est la liberté. Hein, on ne dicte pas l'innovation. Et donc, il faut que les entrepreneurs, ceux qui ont des exploitations, etc., ils soient libres de trouver leurs solutions, hein, dans ce cadre-là. Et puis donc aussi un niveau entre le secteur, puisque j'ai dit que ce n'était pas des priorités sectorielles, et le projet individuel. Et donc mon maître, au fond, Paul David, puisque j'ai fait mon postdoc chez lui à Stanford, donc il disait, voilà, c'est un processus intermédiaire. C'est entre le secteur et le projet individuel, c'est un processus intermédiaire pour, au fond, renforcer, aider donc la coordination et l'action entrepreneuriale, c'est-à-dire d'innovation, dans un cadre qui est structuré par le gouvernement. Donc on a un peu un cadre structuré, mais dans ce cadre, liberté. Et je pense que c'est effectivement exactement ce qu'on veut faire avec cette idée d'activité transformative. Alors sur vraiment l'aspect académique, je travaille beaucoup sur, au fond, hein, donc, en gros, l'économie des politiques d'innovation. J'ai publié donc des papiers sur vraiment la façon dont ce design-là est intéressant. Alors maintenant, je vais passer quand même à des choses concrètes, enfin plus concrètes, en 20 minutes, donc ça va être bien. Donc, en gros, ce qu'on demande, là j'étais en Tunisie la semaine dernière, enfin j'ai fait plusieurs voyages pour les aider à introduire la spécialisation intelligente dans leur plan quinquennal, et j'étais à Bizerte, à Sfax et à Médénine, et en fait j'ai fait beaucoup d'agricole, en fait, hein, huile d'olive, lait, artichaut, donc c'était assez, en fait c'était une bonne préparation pour vous parler. Donc en gros, les 3 étapes qu'une région doit effectivement prendre en cause, c'est donc pourquoi faire ça, c'est-à-dire pourquoi se rassembler, pourquoi se concentrer, donc quelles priorités, quels grands objectifs de transformation structurelle, et au fond ça c'est une question autour à la fois des capacités des secteurs, quels sont les secteurs qui ont quand même des choses à dire, des choses à promettre, les opportunités, c'est-à-dire est-ce que ces secteurs ont des opportunités, des nouvelles technologies pour se transformer, et puis tous les effets économiques. Hein. Si c'est vraiment un micro-secteur où il y a 2 firmes dans la région, c'est peut-être pas très intéressant quand même, donc les effets en termes d'emploi, de valeur ajoutée, d'exportation, etc. Quand on a décidé donc ces priorités, et bien après on va traduire ces priorités en activités transformatives.
Et c'est là, vous allez voir, où se fait toute la différenciation. C'est-à-dire que vous allez très bien comprendre que certaines régions ont les mêmes priorités, ce qui n'est pas une surprise. Parce qu'il n'y a pas un espace infini, au fond, d'objectifs stratégiques. Par exemple, pour les régions maritimes, hein, bon, elles veulent toutes plus ou moins faire la même chose. Elles vont plus ou moins avoir les mêmes priorités. Je veux moderniser mes pêcheries ou je ne sais pas quoi. Mais après, la traduction de cette priorité en projet, activité transformative, là, ça se différencie, parce que précisément, chaque région est différente. Et puis, la troisième étape, c'est effectivement le plan d'action, notamment les instruments financiers, pour développer cette activité. Donc, je viens de le dire, au départ, on a vu des régions qui avaient plus ou moins les mêmes priorités. Ce n'est pas un problème. Après, elles se différencient en construisant leur activité transformative, et puis cette différenciation continue avec les programmes, etc. La première étape, je dirais, c'est plutôt top-down, même s'il faut de la concertation, des interactions publiques-privées pour décider ces objectifs stratégiques. Mais après, c'est effectivement beaucoup plus décentralisé, où dans chacun des domaines, on va avoir un bureau de coordination des investissements, de sélection des projets, etc., etc. Alors, ce qui est délivré à chaque étape, donc c'est un portefeuille de priorités. Après, la construction des activités transformatives, je vais vous montrer comment ça se passe, et puis enfin, un plan d'action. En Europe, c'était problématique, parce que beaucoup de régions ont pensé que lorsqu'elles avaient leurs 3 priorités, hein, je veux moderniser mon tourisme, diversifier mon agroalimentaire, et puis je ne sais pas trop quoi faire, this was fine, hein, c'était bon. Alors que précisément, c'est que le début. Ce qui est vraiment clé, c'est la traduction de ces priorités en activité transformative. Et il y a un feedback qui est très intéressant. On voit très bien que des régions peuvent rêver de certaines choses, hein, en termes d'objectifs stratégiques. Quand on arrive au stade des projets, OK, c'est quoi les projets? C'est assez vide. Et à ce moment-là, ça invalide la priorité. Hein, c'est-à-dire qu'ils rêvaient à... Voilà, c'est typiquement le biotech cluster, le cluster biotech. Hein. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Quels sont les projets, etc., qui vont permettre de répondre à cela? S'il n'y a pas grand-chose, si les projets ne sont pas terribles, eh bien, ça, effectivement, invalide, et il faut chercher d'autres priorités. Donc, l'étape 1, quelle priorité dans la région X? Pourquoi faire? Et donc, encore une fois, ça doit associer un secteur et un processus de transformation, une logique de transformation. Donc, comme je l'ai dit, à un moment, la Commission était assez choquée en disant « mais elles ont toutes les mêmes priorités ». Effectivement, vous voyez là c'est un extrait de mon cours en ligne, hein, Galice, Irlande, Bretagne, Crète. Elles veulent toutes plus ou moins faire la même chose par définition. Hein, donc, elles ont toutes des activités d'exploitation marine, etc. etc. Donc, mais ce n'est pas un problème, puisque les spécificités, la différenciation régionale va apparaître lors de l'étape suivante. Et donc l'étape suivante, c'est traduire ces priorités en activités transformatives, en projets, en une collection de projets. Et il y a des tas de méthodes pour le faire, hein, pour identifier une multitude de projets, au fond, qui vont être classés, sélectionnés dans un espace que je vais montrer, qui s'appelle capacité, opportunité, relation. Donc voilà, donc une région, elle a décidé que son objectif stratégique, c'était encore une fois moderniser l'industrie de la chaussure avec des technologies flexibles, des nouveaux business models fondés sur le design, comme le Portugal du Nord. Voilà, il y a tous ces projets qui ont été mis sur la table, hein, des projets de recherche, des projets de formation, des projets de services spécialisés, des projets de marketing, des projets de logistique, tout ce qui doit couvrir, au fond, et ce sont des projets qui peuvent être identifiés par le fait que, OK, on veut aller là, mais pourquoi on n'y est pas? Pourquoi on n'y est pas encore? Parce qu'il y a toutes ces contraintes, au fond, qu'il faut lever, et donc les projets répondent à ces contraintes. Et donc ces projets, ils sont classifiés en termes de capacité. La région, est-ce qu'elle a les ressources nécessaires pour ce projet? Les ressources, pas financières, mais les ressources humaines, technologiques, etc. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en plus? Ça ne veut pas dire que, parce que Smart Spécialisation, c'est du capacity building. Ça ne veut pas dire que si la région n'a pas toutes ses capacités, il faut renoncer au projet. Mais en tout cas, il faut bien voir, au fond, le gap entre le projet et puis ce que la région peut fournir, etc. Opportunité, c'est dans quelle mesure ce projet est basé sur l'innovation, les nouvelles technologies, de nouveaux modèles d'affaires, etc., etc. Relation, est-ce que les projets sont liés entre eux? Quel point de contact, hein? Est-ce qu'ils auront recours à certains facteurs similaires? Sont-ils complémentaires dans la chaîne de valeur, etc., etc. Et on va qualifier ces projets, donc haute, moyenne, capacité et opportunité, ils vont être sélectionnés, notamment s'ils sont reliés entre eux, pour former, donc, au fond, cette collection de projets qui va être
activité transformative. Donc là, les projets donc, qui sont fictifs, ils ont été classés dans l'espace capacité-opportunité. Ceux qui sont en haut, c'est des projets que la région pourra faire, enfin a les capacités de faire en termes de capital humain, de tout ce qu'on voudra. Et puis opportunité, donc ceux qui sont vers la droite, c'est des projets qui sont vraiment innovants, qui utilisent vraiment l'innovation, les changements technologiques, mais aussi organisationnels, etc., etc. Et donc là, on a un cœur, c'est-à-dire les projets qui sont, disons, à haute capacité, haute opportunité. On a des projets pour lesquels il faudra construire des capacités, c'est les projets du bas à droite. Donc c'est des projets intéressants parce qu'ils sont très innovants, mais il faudra certainement avoir plus de... et peut-être faire des collaborations interrégionales, internationales, etc., pour avoir les capacités. On va avoir des projets qu'il faut reconcevoir parce que la région a les capacités, mais ils ne sont pas très innovants, donc il faudrait les booster un peu vers la droite. Je vous donnerai un exemple. Puis on a des projets qui vont être éliminés parce qu'ils sont hors du champ, au fond. Et puis on peut aussi avoir des projets incertains, on ne sait pas trop où on les met, et là, leur relation avec le cœur peut les permettre de les repêcher. Donc là, ça c'est les projets qui ont été classés, on voit s'ils sont liés entre eux, donc s'ils font partie, au fond, de la même direction de transformation. S'ils sont dans la même dynamique, et à ce moment-là, effectivement, ils forment cette grappe de projets qui vont constituer l'activité transformative. Et c'est très important, ces relations, puisque c'est ce qui va permettre d'avoir ces synergies, ces complémentarités, des effets externes, etc. etc. C'est ce qui crée la densité, au fond, de l'activité. Et donc, au bout du compte, on trace l'activité transformative. C'est donc tous ces projets qui ont été classés, capacités, opportunités, qui sont liés. Et donc, on voit, là, on est arrivé, là, c'est un tour de magie, mais je vais vous montrer un exemple concret pour finir. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? On voit qu'on n'a pas aidé le secteur. Ce n'est pas le secteur qu'on a aidé, ce n'est pas tout le secteur. Ce n'est pas non plus un projet individuel. C'est vraiment ce niveau intermédiaire où on a une collection de projets, d'acteurs qui vont dans la même direction de transformation et qui sont liés. Et là, on trouve des propriétés, je trouve, très intéressantes. Donc, les 4D, la direction, c'est-à-dire qu'on va vers une direction définie de la transformation structurelle. Différenciation, comme je l'ai dit, en traduisant la priorité stratégique en projet, on a différencié la réponse de la région est différente d'une autre région qui aurait la même priorité. Densification, donc j'ai déjà expliqué. Et découverte, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est que à partir de ce moment-là, tout va être découvert. C'est-à-dire que des projets vont marcher, d'autres vont échouer, il va y avoir des surprises, etc., etc. Et donc, ça oblige à beaucoup de flexibilité, de monitoring, etc., etc. Et l'étape 3, c'est effectivement comment tout ça va fonctionner, avec quel instrument financier, quel type de coordination, de plateforme, etc. Un document vivant, c'est le dernier point. C'est donc, comme je l'ai dit, au fur et à mesure du temps, des nouveaux projets vont intégrer, bien sûr, parce que l'histoire continue. Des projets vont sortir parce qu'ils échouent. Un voyage de découverte, comme disait Albert Hirschman dans ses expériences de développement en Amérique latine. Alors, ça c'est le petit cadeau que je vous fais, parce que quand même, j'ai beaucoup travaillé, donc avec mes collègues d'Agroscope en Suisse. Agroscope, je pense, c'est une petite INRA, je pense. C'est le modèle helvétique de l'INRA, peut-être moins de recherche fondamentale, à mon avis, mais des stations distribuées dans toute la Suisse. Donc là, j'ai co-supervisé une thèse sur l'innovation, donc dans la filière abricot, dans le Valais, donc, et j'ai donc effectivement dialogué avec l'équipe de Montet, d'Agroscope. Alors, je leur ai demandé de faire cette simulation, c'est une simulation. Donc l'idée, c'est, je leur ai demandé, donc une dizaine de personnes, voilà, vers l'agriculture 4.0, bon, moi j'avais pas tellement d'idées, pour les fruits, donc le Valais c'est abricots, pommes, et puis les produits connexes, etc., etc. Alors ils m'ont envoyé tous ces projets. Vous voyez, donc tous ces projets, alors on ne va pas les lire, mais il y a des projets plutôt de sélection variétale, il y a des projets de beaucoup de production, d'utilisation des nouvelles technologies digitales numériques pour surveiller, contrôler, affiner, différencier, etc., etc. Il y a beaucoup de projets logistiques, il y a des projets vraiment de mécanisation comme Swiss Future Farm, etc., etc. Et des projets de formation vers le bas. J'ai la description de chacun, ils ont été vraiment super, et donc je pourrais répondre à peu près à toutes les questions, mais je pense que c'est pas
tout à fait liés. Alors, ils ont été classés, on les a classés ensemble, donc on a tous ces projets qui ont, donc il y a un cœur vraiment où la région du Valais a les capacités de soutenir ces projets, et puis c'est des projets très innovants, c'est pour ça qu'ils sont vers la droite. Puis on a des projets qui se baladent un peu partout, donc si vous voulez par exemple V et R, V c'est quoi? V c'est acquisition de nouveaux tracteurs, donc acquisition de nouveaux tracteurs d'une certaine façon, on peut se dire c'est pas innovant. Alors peut-être ça peut être un tracteur autonomous driving, hein, bien sûr, mais là, ce n'est pas le cas. Donc ça fait, c'est peut-être important qu'ils aient des tracteurs nouveaux, hein, ce n'est pas le problème. Mais ça ne fait pas partie d'une stratégie d'innovation. Et puis, R, c'est mise en culture des cacaoyers dans les régions semi-arides du Brésil. C'est sûrement un beau projet de développement, mais là encore, ça ne fait pas partie de cette direction du changement structurel qui est donc agriculture 4.0 dans les fruits, etc., dans le Valais. Et puis on a un projet, par exemple Z. Vous voyez, Z, ça s'appelle à l'écoute des consommateurs. Donc l'idée, c'était, il faut être plus proche des consommateurs. On va ouvrir, je sais pas, une boutique à Sion. Vous voyez, une boutique où tous les exploitants, les consommateurs peuvent venir, etc. Donc c'est une bonne idée, mais c'est pas innovant. Il faut mettre plus de contenu digital, il faut peut-être faire, je sais pas, moi, une page Facebook, enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, il faudra pousser ce projet Z vers plus d'utilisation, d'opportunités, etc. Donc ça, c'est donc capacité opportunité. Là, maintenant, on vérifie les relations. Et les projets qui sont en, je ne sais pas quoi, quelle couleur, rose ou violet, je ne vois pas trop, c'est des projets qui ne sont pas vraiment reliés à cette agriculture 4.0. Qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve effectivement plutôt des projets de sélection variétale, donc la nouvelle poire d'Agroscope, la sélection d'abricots. Tout ça, c'est très bien, hein. Je ne veux pas dire que c'est pas bien, mais ça ne fait pas vraiment partie de ce cœur de projets qui vont vers donc la digitalisation, etc. etc. On a eu là, ces petits malins, ils ont glissé quelques projets sur le vin, hein, le vin du Valais, ils en sont très fiers. No comment lorsqu'on est ici, mais en tout cas, alors il y a des méthodes de vinification, il y a des bouchons, tout ça. On s'est dit, c'est quand même pas, ça serait autre chose, ça peut être un autre portefeuille d'activité. Donc on élimine aussi, etc., etc. Et donc, au bout du compte, on arrive à cette sélection-là, donc avec des projets cette fois qui sont liés, ils sont tous liés. Alors liés, ça veut dire, c'est de la digitalisation, ça appelle des formations en management, en utilisation des nouvelles technologies qui sont spécifiques, etc., etc. Et puis ils sont tous bien positionnés dans cet espace capacité opportunité. Donc ça c'est le cœur, ça c'est ce qu'on va pousser vers le cœur, ça c'est ce qu'il faut construire en capacité, ce sont les projets de formation. Et donc, pardon, j'étais trop vite, on a dessiné l'activité transformative qui est celle-ci, ni le secteur ni le projet. Et c'est là où je pensais à territoire de l'innovation. Moi il me semble que si, vous voyez, on répond comme ça, c'est quand même super. Parce que donc c'est effectivement là on n'a pas un seul projet, on n'a pas le secteur, on a cet ensemble d'acteurs et de projets reliés, engagés dans la même direction, coordonnés. Ça veut dire qu'il y aura plein d'effets de synergie, de complémentarité, des effets externes, avec ces bonnes propriétés de l'action publique, à mon avis, à ce niveau de granularité. La direction, on a imprimé une direction, la différenciation régionale, la densification, et donc, au fond, la liberté d'expérience. À partir de là, les projets ils doivent vivre leur vie, etc. Et donc, un document vivant où des nouveaux projets pourront toujours être intégrés, etc., etc. J'ai terminé. Top à la Suisse. Hein, à la Suisse, si vous êtes à l'heure, vous êtes en retard, hein, de toute façon. Hein. J'avais mis quelque chose, voilà, donc on peut vraiment avoir une discussion sur la S3, donc cette démarche. J'espère que vous l'avez comprise, parce que moi je suis obsédé, je suis un économiste, donc je suis obsédé par par exemple l'école de Chicago qui dit ouais, pas d'intervention étatique, government failure, this is bad, etc., etc. Donc pour trouver des mécanismes hein, d'intervention préférentielle, parce que là on est quand même dans une intervention préférentielle, qui ne crée pas de distorsion, qui préserve la liberté des acteurs à trouver leurs solutions, mais qui quand même structure, qui offre un cadre à ces politiques. Merci.